L'émission Le Vestiaire est une présentation de Hyundai Jean Thibault et de Microbrasserie Charlevoix. Mesdames, Messieurs, bonjour, mon nom est Maxime Jodoin et bienvenue à l'émission Le Vestiaire. Aujourd'hui au Sport local, je reçois la gardienne de but Anne-Renée Desbiens pour parler de son parcours olympique. Également, j'ai la chronique Chasse et pêche avec mon collaborateur François-Xavier Thibault. Et enfin, Ligue majeure avec mes panélistes Mathieu Tremblay ainsi que Philippe Lavoie. Le Canada se qualifie pour la Coupe du monde au soccer et on fait un bref retour sur les échanges chez les Canadiens. Alors préparez-vous, parce que le vestiaire, ça commence maintenant. Et c'est parti pour l'émission Le Vestiaire avec le segment Sport local. Et j'ai le plaisir d'avoir avec moi une athlète spéciale, âgée de 27 ans. Spéciale parce qu'elle est championne de la médaille d'or aux Jeux olympiques de Pékin. Et j'accueille la gardienne de but, Anne-Renée Desbiens. Anne-Renée, bienvenue. Bon matin, Maxime. Tout d'abord, merci d'avoir accepté l'invitation parce que c'est un grand plaisir que tu nous fais ici. Et on est très, très heureux que tu nous accordes ton temps pour venir parler un petit peu de ton parcours comme tel. C'est très apprécié. Ça fait plaisir. Anne-Renée, avant de commencer, on a pensé t'offrir un petit cadeau ici en studio. Donc, on a fait un petit montage visuel qui résume un peu tes plus beaux arrêts et je pense qu'il va y avoir des surprises là-dedans. Alors, à l'instant, on peut l'écouter. Alors, Anne-Renée, vraiment des images à couper le souffle. Et comme tu l'as reconnu en arrière-plan, on a la muraille de Chine que beaucoup de monde connaissent. Et on sait que dans Charlevoix, tu as eu le surnom de muraille de Charlevoix, justement. En avais-tu entendu parler de ce surnom-là? Oui, c'est certain. J'appelais mes parents pas mal après toutes les parties. Donc, mon père, malgré l'heure de la nuit, mes parents, ma mère aussi, attendaient que je les appelle après le match. Donc, ils me tenaient toujours au courant de ce qui se passait, des nouveaux surnoms, de ces petites choses-là. Donc, ouais, j'étais au courant de celui-là, où le très bien des biens, c'en était un autre qui était populaire apparemment. Oui, bien, quand on voit les images, je pense qu'on peut comprendre d'où le lien avec cette muraille-là, parce que tu as fait des arrêts vraiment incroyables. Je tenais à te le féliciter et à le souligner. Vous avez eu un parcours honnêtement très formidable et je veux d'abord parler de sacrifices parce que quand on fait des jeux comme ça, on fait des sacrifices. C'est quoi tes sacrifices que tu as dû faire pour arriver à ce succès-là? Plus en temps de COVID, je dirais beaucoup de tests COVID. Ouais. Beaucoup de nuits dans les hôtels, on était souvent en bulle, des petites choses là. On est loin de la famille, on peut pas faire beaucoup d'activités, beaucoup de restrictions comme ça.
Mais sinon, avant, je dirais pas que c'est des sacrifices, c'est plus des choix de vie. J'aimais ça. J'aime ça le faire, donc ça me faisait plaisir. Mais je suis allée à l'école à Québec, je suis partie de la maison, j'étais jeune. Mes parents et moi, on a fait des heures sur la route justement pour jouer au hockey à l'Université aux États-Unis. Donc, il y a plusieurs petites choses justement qui rentrent en ligne de compte à la fin de la journée. Est-ce que, n'empêche que ça l'aide quand même l'esprit d'équipe? Parce que tu as parlé hôtel, tu as parlé qu'on était ensemble. Pour l'esprit d'équipe, est-ce que ça a un positif quand même là-dedans? Oui, c'est certain justement que l'expérience olympique était un petit peu différente en 2018 où est-ce que ma famille était là. Oui. Donc en 2018, j'avais une journée de congé, on allait voir les parents, les amis, ces petites choses-là, tandis qu'en 2022, on n'avait pas ces choses-là, nos familles ne pouvaient pas venir. Donc toutes nos journées de congé, on les passait ensemble, on allait encourager les autres athlètes canadiens, Oui. ces petites choses-là. Donc c'est certain qu'on a passé beaucoup plus de temps ensemble au courant des 2 dernières années qu'auparavant. Et quand on voit le résultat, ben on se dit, ça, au moins, ça a payé. Donc, on n'a pas fait ça pour rien. Effectivement, je pense que la médaille d'or, ça fait oublier bien des choses. Et puis, si c'était à refaire, je pense que toutes les filles, on leur ferait exactement de la même façon. Absolument. Je veux qu'on parle un peu de la finale parce que c'est une finale attendue. Canada-États-Unis, c'était un peu le classique. On le voyait venir un peu. Vous avez eu une avance de 3-0. Les États-Unis ont revenu de l'arrière 3-2. Là, est-ce que, à ce moment-là, est-ce qu'il y a eu un sentiment de panique ou, comme tu as dit, vous étiez la meilleure équipe, donc on était confiant quand même d'aller jusqu'au bout? Non, on n'a pas eu le temps d'avoir un sentiment de panique, justement. Je pense que le fait que le deuxième but est venu, il restait 12 secondes au match. Je pense qu'on savait que la partie était presque terminée. C'est certain qu'on dit qu'il faut jouer une partie jusqu'au chronomètre, ces choses-là. Mais quand tu te fais compter, tu regardes, il reste 12 secondes au match des Olympiques. T'es comme, bah, c'est pas si grave que ça, tu peux l'avoir celui-là. Donc, je pense que c'était vraiment ça. Donc, on était vraiment la meilleure équipe sur la glace. Oui, les États-Unis ont eu les chances, mais je pense qu'en équipe, on a très bien répondu. Et puis, on était plutôt calme et prête à affronter qu'est-ce qui s'en vient. À affronter tout ça. Comment ça se passe entre les périodes dans le vestiaire? Là, je parle en termes hockey. Est-ce qu'on se dit qu'il ne faut pas lâcher? On va l'avoir. C'est quoi les termes là, hockey qui peut se dire là-dedans? Je pense que justement, à chaque période, quand on revient, on discute toujours de qu'est-ce qui a bien été, qu'est-ce qu'on peut améliorer, ces petites choses-là. L'entraîneur rentre toujours dans le vestiaire, doit rester environ 6 minutes en moyenne, des petites choses comme ça, vient faire un commentaire ou deux. Mais je pense justement, c'est vraiment se concentrer sur gagner une période à la fois, en petite période de 5 minutes, 4 fois 5 minutes par période. Ces petites choses-là, on ne peut pas commencer à penser au résultat final en première période. Je veux un peu parler de tes arrêts parce que, bon, on a pu voir quelques acrobaties vraiment bien développées. Est-ce que c'est naturel? Est-ce que parfois le corps se fait ressentir? Comment tu arrives à gérer ça, de faire des arrêts aussi splendides que ça? Je pense que justement, c'est un petit peu de la mémoire musculaire. C'est des choses que des fois, on a du plaisir à la fin des pratiques, des petites choses comme ça, où tu t'amuses un peu. Donc, des fois, ça arrive dans un match aux Olympiques. Est-ce que ça devrait arriver? Peut-être pas si souvent. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais je pense que justement, ça démontre qu'on a eu du plaisir. On s'est amusé. Oui, c'est une game qui est sérieuse. Oui, il y a beaucoup en enjeu. Mais je pense que malgré tout ça, on peut être soi-même et puis démontrer un petit peu de cette personnalité dans notre jeu. Oui, ben je pense qu'on l'a très bien vu dans le visuel qu'on a vu. Je veux qu'on parle un peu de ta famille. On a parlé un peu tantôt parce que ta famille, bon, avec la pandémie, ils ont été à distance. On sait qu'en temps normal, des fois, les familles vont avec l'athlète pour les voir performer. Comment tu as géré ça à distance avec ta famille? J'imagine que tu vas avoir beaucoup de Zoom là-dedans. Là. Oui, il y a eu beaucoup de FaceTime, mais c'est certain qu'on commençait à avoir un système que c'était quoi? Ça, le matin en Chine, c'était le soir au Canada, ou le soir en Chine, c'était le matin. Donc, c'était plus dans ces périodes-là qu'on s'appelait, ou justement après les matchs, quand que les gens ne pouvaient pas dormir. Donc, je pense justement qu'on a développé comme un petit peu une petite stratégie. Pas avec le décalage horaire, c'est quelque chose qu'il faut planifier aussi, parce qu'il faut quand même bien dormir. Donc, juste un petit peu de planification de ce côté-là, mais je sais qu'il y avait beaucoup de messages dans notre groupe famille qui s'échangeaient pendant les parties. Mes parents ont préféré regarder le match tout seul à la maison avec personne. C'était plus le style de mes parents, justement. Je pense que c'est des moments qui sont très stressants pour eux aussi, veut pas. Quand tu n'as pas de contrôle, des fois, ça peut être encore pire. Donc, mes parents ont préféré à la maison seule. Absolument. Mais l'apport était là. Ça, c'est le point positif qu'il faut retenir là-dessus. Oui. Ta relation avec Marie-Philippe Poulin, qui est ta capitaine, parce que vous avez joué ensemble à plusieurs reprises, vous êtes 2 Québécoises. Les images à Pékin, on l'a vu, elle te remet la médaille d'or comme telle. Parle-moi un peu de ta relation avec ta capitaine, justement. Oui, je pense que Marie-Philippe, justement, c'est une personne extraordinaire, autant sur la patinoire qu'en dehors de la patinoire. Elle est vraiment une joueuse d'équipe. Elle domine au hockey sur la glace, mais c'est aussi, je pense, son humilité qui fait d'elle que c'est une personne exceptionnelle. C'est une personne qui est toujours prête à tout faire pour ses amis et puis ses coéquipières. Et puis quand on a besoin d'elle au hockey, c'est souvent elle qui va finir par compter les buts les plus importants. Je pense qu'honnêtement, vous étiez les 2 piliers
de cette formation-là. Oui, il y avait des coéquipières qui vous accompagnaient, mais je pense que vous étiez les deux piliers. Quel sentiment qu'on a de savoir qu'on est quand même, entre guillemets, là, une tête d'affiche de la formation, puis en plus, ben, là, on a un petit peu, entre guillemets, le spotlight sur nous. Comment est-ce qu'on fait pour gérer un peu cette attention-là? Ah, c'est certain, on s'habitue. On a des gens qui nous aident à le gérer aussi, les demandes, ces petites choses-là. J'ai Brandon qui m'aide à gérer tout ça. Oui. Mais c'est certain que c'est plaisant. Je pense que justement, avoir la médaille d'or autour de mon cou, c'est quelque chose qui est spécial, surtout quand tu sais que tu y as contribué de façon peut-être un petit peu plus significative que Oui. la médaille d'argent en 2018. Donc, c'est des beaux souvenirs, c'est des belles histoires à compter, des moments à partager. Et puis, à chaque fois que je parle à quelqu'un, je pense que les gens ils ont tous un moment préféré du tournoi ou des petites choses comme ça. C'est toujours le fun. Oui, absolument. Là, de retour dans Charlevoix, ça va être un peu, je pense, un temps de repos. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi là, dans les prochains temps? Où est-ce qu'on va pouvoir t'observer, en fait, à l'écran? Là? Ouais, je dirais pas que c'est un temps de repos. Je pourrais dire que j'ai passé beaucoup de kilomètres, soit sur la route ou dans les airs dernièrement. Donc, beaucoup d'allers-retours. Genre, j'essaie de profiter pour venir voir la famille, partager mon succès avec la population, des petites choses comme ça. Mais justement, je vais aller en Saskatchewan. Faut que j'aille à Toronto, game des Blue Jays, grosse visure ici. Game des Canadiens, des petites choses comme ça. Donc, beaucoup de choses plaisantes qui sont à venir. Et puis, justement, des événements avec la population pour comme un peu redonner, inspirer les plus jeunes, ces petites choses-là. Donc, très occupé, mais les prochains matchs, je pense que ça va aller à plus tard cet été. En effet. Donc, finalement, on peut dire que c'est un bon divertissement qui s'en vient là, avec les petits à côté pour en profiter aussi. Oui, c'est ça. Des fois, il faut changer les idées. On a mis plusieurs heures au courant des dernières années là-dessus. Donc, le corps a besoin d'une petite pause après les Jeux olympiques. Donc, on en profite pour faire d'autres activités que des fois, on a moins de temps pendant les saisons. Absolument. Anne-Renée, merci beaucoup de ton temps. Je le répète, c'est vraiment très apprécié et ça nous fait chaud au cœur de t'avoir aujourd'hui. Et on te souhaite vraiment tout le positif pour le futur parce que c'est mérité, on l'a bien vu. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Merci. Nous, on fait une courte pause. Au retour, c'est la chronique Chasse et pêche avec François-Xavier Thibault. Et de retour à l'émission Le Vestiaire pour la chronique Chasse et pêche avec mon collaborateur François-Xavier Thibault. FX, bonjour. Salut Max. Au dernier show, on a parlé de prospection. On a parlé analyse de territoire. Donc là, maintenant, c'est le fun parce qu'on embarque vraiment dans le vif du sujet. Et là, on veut savoir comment est-ce qu'on peut dénicher, en fait, un bon secteur de chasse et surtout, où est-ce qu'on peut les trouver. C'est important, ça. Oui, c'est très important. Puis concrètement, aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'on va voir un exemple Oui. grâce à notre écran. Oui. On va voir un habitat voilà. préférentiel qu'un orignal peut y vivre autant durant l'été qu'à la période d'accouplement qui est en septembre. On va pouvoir aujourd'hui aussi comprendre comment cerner ses habitudes, comment créer une offensive de chasse en fonction du relief et de l'habitat. Exactement. Mais là, tout d'abord, on a la carte là, devant nous. Alors là, FX, comment est-ce qu'on fait pour décortiquer une carte comme ça pour ceux qui ne savent pas trop où est-ce qu'on s'enligne? Je vais y aller plus général pour commencer. Oui, Pour parfait. expliquer un peu la localité. Oui. L'image, concrètement, on voit dans le bas de l'image, il y a un chemin forestier. On voit une ligne. Oui. Il y a une coupe forestière en régénération d'une quinzaine d'années qu'on voit en vert pâle dans le bas de l'image et dans le centre du côté droit. Ça, c'est un site nourricier. L'orignal va aller s'alimenter là à l'aube et le matin. Oui. Il va y aller tranquillement. Il va manger. Puis, il va aller aussi dans les flancs de montagne, sur les butons, un petit peu plus haut pour dormir, qui est comme un dortoir, un site de repos. Absolument. Donc, le vert foncé, c'est de la forêt mature de résineux de plus de 30 ans. Ça, c'est concrètement un dortoir, comme je te dis, un site de repos. Les flancs sont assez espacés. Les arbres sont pas trop serrés, comme je t'avais expliqué dernièrement. C'est important d'avoir une place que l'orignal est capable de voyager adéquatement puis qui est capable d'avoir des puits de lumière, ce qui fait de la repousse et de la nourriture adéquate pour l'orignal. J'ai sur la carte ici une ligne rouge. Oui. La fameuse ligne rouge qu'on parlait avant de rentrer en onde. La ligne rouge, c'est quoi? C'est ce territoire-là, je le connais comme le fond de ma poche. Je le connais très bien. Cette ligne-là, c'est un sentier d'orignal fréquenté depuis plus de 12 ans. Ça fait 12 ans que je connais ce terrain-là, puis je sais qu'il y a des orignaux qui passent dans ce sentier-là. C'est un sentier que les orignaux se sont tapés avec les années. OK. Le point vert, c'est la souille. La souille, c'est quoi? C'est un site de reproduction, un lit nuptial qu'on appelle, que les orignaux vont souvent aller là en période de rut pour s'accoupler, laisser des odeurs. OK. Donc, j'ai mis un point là, et le cercle orange sur le dessus, c'est un sommet à haut dénivelé, ce qui est vraiment un cran concrètement, qui est inaccessible pour l'orignal. Il faudrait être une chef de montagne monter là, ça monte comme ça. C'est quasiment un cas d'alpinisme. Donc, c'est une entonnoir naturelle qui va
converger les déplacements des orignaux plus envers la ligne rouge. Donc, en regardant la carte, déjà en partant, je suis capable de me décerner une offensive de chasse adéquate. OK. Donc, si on regarde ça d'un autre angle, j'ai mis un point avec la saline. Au bout d'un chemin, j'ai décidé de faire une saline là pour ne pas contaminer le secteur d'une pression de chasse très élevée. J'ai érigé une saline là avec une caméra de surveillance. Ça me dit que j'ai un bon achalandage, les orignaux fréquentent le coin. J'ai mis une caméra de surveillance dans la trail plus haut où le point souille et je vois que les orignaux sont là pendant la période d'accouplement. Donc là, qu'est-ce qu'on voit avec toutes ces informations-là? C'est il y a du potentiel de chasse, premièrement, puis on voit aussi qu'il y a de la nourriture, il y a de la couchette, il y a un site de repos, puis il y a une place pour s'accoupler. Donc ça, c'est un endroit qui est propice. Fait qu'avec l'analyse que j'ai fait là, ça, c'est un secteur que j'envoie un chasseur là, j'y laisse 5 jours ici, un orignal là, d'après moi. Là. Voilà, donc là, on a dans le fond 4 piliers. La saline, la souille, le corridor, ainsi que le sommet au dénivelé. Qui fait un entonnoir. Un entonnoir. Mais là, on regarde un peu le trajet en rouge, je veux dire... on a une bonne distance là, quand même. Là. Tu imagines ça dans le fer, là. C'est quoi la distance de ce trajet-là? Si je ne me trompe pas, c'est 950 mètres, la longueur totale de la ligne rouge. Puis la beauté de la chose, c'est une trail que l'orignal a toujours le vent pour lui. Pour déceler la prédation, les odeurs humaines, les coyotes, les loups, peu importe. Il est capable de sentir la prédation de loin. Pourquoi? Parce que les vents dominants au Québec, c'est les vents nord, nord-ouest, ouest. Tout ce qui est tendance ouest. Puis la montagne est à l'est. Donc le vent pousse vers elle. Oui. Puis il est capable de déceler les odeurs en étant sur le sommet. Puis nous, on est en bas du chemin. Puis on pense qu'il n'y a pas d'orignal. Mais lui, il nous a détecté en haut. Fait que pour lui, c'est une place de sécurité. Puis je peux t'assurer qu'il va être autant là le matin, le midi que le soir. Ben écoute, on voit vraiment, je pense que c'est un outil qui est complet de la façon qu'on a pu le voir. Pourquoi utiliser cette technique-là plus qu'un autre? Est-ce que c'est parce que, vu les couleurs, les détails, on est en mesure vraiment de détecter ce qu'on veut vraiment là-dessus? Ben, je dois t'avouer que c'est un peu... c'est assez primaire, ce type de carte-là. Pourquoi? Parce que maintenant, nos jours, il y a des cartes écoforestières, il y a des cartes également sur le site de forêt ouverte du gouvernement du Québec, qui montrent les essences concrètement, la densité de la forêt, la topographie, puis aussi les types de peuplement, que ce soit inéquien ou etc. Donc, ça, c'est vraiment sommaire, c'est primaire, mais ça me permet de voir concrètement, exemple, si j'ai une invitation de dernière minute, tu m'invites à aller à la chasse, ben là, je vois, OK, zone de transition entre deux habitats, ce qui veut dire feuillus résineux, je les vois. Je vois les réseaux de chemin. Je suis capable de voir également l'écran, avec la topographie, je suis capable de voir les dénivelés trop élevés. Fait que je suis capable de déceler les entonnoirs, les sites de nourriture, les sites de repos. Fait que je suis capable de me créer 4-5 offensives de chasse dans le temps de le dire. Je te dis pas que je vais connaître le territoire à 100%, mais au moins, j'ai une vue d'ensemble qui me permet de dire, OK, c'est là, je vais mettre mes efforts ou c'est là. Alors, tu as les éléments en dite principale pour bien illustrer ce que tu cherches. La beauté de la chose, c'est sur le commun des mortels, exemple à iPad, tu es capable de faire ça en 5-10 minutes pour quelqu'un qui est habitué d'aller dans le bois. Tandis que si on veut analyser concrètement plus en profondeur, il faudra avoir des analyses de cartes écoforestières, puis là, il faut apprendre les codes. C'est plus compliqué. Donc, la meilleure solution, c'est ce que je vous montre là. FX, merci beaucoup pour cette portion dite technique. On est très contents et on en apprend davantage, qui est également un plus pour nous aussi. Merci beaucoup. Merci à toi. Nous, on fait une courte pause. Au retour, on parle des ligues majeures avec mes collaborateurs Philippe Lavoie ainsi que M. Tremblay. Restez là. Et de retour à l'émission Le Vestiaire pour les ligues majeures avec mes collaborateurs Philippe Lavoie et M. Tremblay. Messieurs, bonjour. Salut Maxime. On va parler de la Coupe FIFA, du soccer. Ça fait du bien d'aller voir ce qui se passe dans ce côté-là parce que là, on a eu une belle nouvelle. Le Canada qui s'est qualifié pour la Coupe du monde FIFA une première fois depuis 1986 et une deuxième fois de son histoire, mesdames, messieurs. Et je veux rappeler que victoire de 4-0 contre la Jamaïque, ça se passait au BMO Field à Toronto. De 29 122 partisans et une météo pour le moins atypique. Mais quand même, on a réussi à faire un exploit qu'on n'avait pas fait depuis longtemps. Et je pense que tout le Québec était derrière eux. Le Québec, le Canada au complet. Au grand complet. Puis, on parle de 21 000 ou 29 000. Ça aurait pu être 50, ça aurait pu être 75 000. Puis je pense qu'on aurait rempli le stade parce que c'est un moment historique. J'ai suivi le Canada depuis des lunes et ça n'a pas toujours été agréable. C'était vraiment pénible parfois, mais là, on a vraiment une équipe qui mérite l'attention qu'elle a présentement. C'est incroyable, la chimie qui s'est créée dans cette équipe-là. L'entraîneur est incroyable, lui aussi. Il donne vraiment le goût de suivre son équipe et on aurait pu assister à une victoire mercredi dernier contre le Costa Rica si ça n'avait pas été du carton jaune complètement stupide qu'il y a eu. Ouais. Mais ça, c'est les règles CONCACAF.
Et j'espère pour tous les nouveaux partisans de soccer dans le monde entier, j'espère que la FIFA va s'attarder à ça, des comédies qu'il y a sur les terrains, parce que pour nous qui sont des amateurs de hockey, et puis je veux pas dire amateurs de violence, là, mais de coups qui sont quand même assez virils, assez difficiles. De jeu plus physique, là. Il y a des gens qui vont décrocher puis qui embarqueront jamais dans la folie football ou soccer, peu importe comment on l'appelle. Puis j'espère vraiment qu'on va faire quelque chose parce que ça en était ridicule. On le voit un petit peu au hockey, c'est vrai. On voit des joueurs qui vont feinter un bâton au visage, par exemple. Oui, on en voit un peu, mais au soccer, c'est beaucoup plus évident. Il y en a en bon français qui en beurre épais. Oui. Ça, on ne se le cachera pas. C'est très désagréable. C'est vraiment, ça dénaturalise le sport, mais c'est une culture qui est vraiment ancrée. Je dirais plus à l'européenne, peut-être, là, mais c'est vraiment une culture ancrée qui rend le sport désagréable. Mais quelle victoire! Qui aurait cru, il y a quelques années, que l'Italie ne se qualifierait pas et que le Canada serait qualifié? Ça, c'est incroyable. C'est incroyable. Mais Philippe t'en parlait qu'on aurait pu avoir ce biais-là pour la finale mercredi. Ça n'avait pas été de la défaite. Ça, est-ce que c'est pas la preuve que cette année, le Canada, la chimie d'équipe, elle était juste superbe? Ça Max, le démontre. On va en ajouter une couche. Le meilleur joueur du Canada n'est pas là depuis 4-5 matchs. Et on gagne quand même. Tout le monde l'a vu pleurer on voyait pleurer tellement qu'il était ému. C'est magnifique. Il écoute les parties avec son père. Il est encore là dans l'entourage. Il va revenir. On a eu des bonnes nouvelles. Là. Finalement, la COVID n'a pas trop magasiné son cœur. Puis en même temps, il joue dans une ligue qui est pas mal plus intense aussi. On voulait le protéger, mais tout est parfait. C'est pas un conte de Cendrillon. Puis c'est pas une surprise pour tout le monde. Ce club-là travaille très, très fort et mérite ardemment ce qu'ils ont eu comme résultat. 4-0, c'est incroyable. Oui, c'est contre la Jamaïque. On s'en fout. Ils ont gagné contre tout le monde. Ils ont une défaite. C'est parce qu'on jouait avec un joueur en moins, puis ils ont dominé le match quand même. Donc, absolument. Je veux dire, le meilleur s'en vient. Là. Les deux grands facteurs, je pense, qui sont derrière ça, c'est premièrement les clubs de la MLS qui ont des académies, qui ont commencé à inculquer une culture soccer auprès des plus jeunes, auprès des communautés. Puis, tu as aussi le concept de double citoyenneté. Donc, il y a beaucoup de joueurs qui choisissent de venir jouer pour le Canada plutôt que qui ont une double citoyenneté. Par exemple, peuvent être nés au Cameroun, grandis au Canada. Donc, ils ont les deux citoyennetés et ils choisissent de jouer pour le Canada. Et ça, c'est entre autres grâce au coach qui est là, l'entraîneur-chef qui est là, qui amène une solidité, une crédibilité aussi au club. Donc ça, je pense que c'est les deux grands éléments là, qui encouragent beaucoup le Canada. Et Mathieu, avant aujourd'hui, n'importe quel joueur aurait opté pour l'autre club, l'autre pays. Je veux dire, le Canada, il n'y avait rien de fait. Tout était à faire. Pour vrai, là, donner un trophée à l'entraîneur qui est vraiment incroyable, que ce soit pendant le match, avant le match ou après le match, garde le sourire. Dis-nous ce qu'on fait, c'est on va gagner le prochain. Si on n'a pas gagné lui, on va gagner l'autre. On a trop de talent. C'est incroyable. C'est une bouffée d'air frais. Puis de voir que le Canada est derrière l'équipe au grand complet. J'ai jamais vu ça. C'était digne des stades en Europe, là, ce qu'on a vu en fait. On parlait d'émotion. Je vais juste reprendre une citation du film Moneyball où ce qu'on dit, comment ne pas trouver parfois le sport romantique. Je pense qu'on a eu un très bel exemple dans ce qu'on a vécu. Mais là, par contre... Sans oublier que les filles ont gagné l'or aussi. Ben oui, pas oublier les filles olympiques. Absolument. Et là, je vais mentionner que là, on s'en va au Qatar, au Moyen-Orient, pour disputer la Coupe FIFA. 32 équipes du 21 novembre au 18 décembre 2022. Le Canada va rentrer là en dents d'ici. Quand tu as eu une victoire de la sorte, là, tu rentres là quand même bien muselé. On va diminuer un peu les attentes. Non, mais tu sais, tu rentres au moins avec la confiance. On se le cachera pas. Oui, mais là, on va affronter l'élite de l'élite parce que, tu sais, je veux dire, il y a quand même... Oui, l'Italie fait pas... C'est juste de leur faute, là, si l'Italie est pas à la Coupe du Monde. Puis en même temps, il y a plusieurs choses qui sont plates. D'un, que ce soit au Qatar, ça, je m'excuse, mais une Coupe du Monde au mois de novembre, c'est plate rare. T'sais, novembre est plate, c'est pas parce qu'il y a une Coupe du Monde, ça va être magique. J'avais le goût d'aller sur les terrasses célébrer avec les Canadiens, avec un peu des drapeaux à gauche, à droite, peut-être même à la petite Italie. Let's go, Canada, go. Mais il fait trop chaud avant ça. T'as l'Espagne, t'as le Portugal, t'as l'Allemagne, t'as l'Italie. L'Italie, non, elle n'est pas là. T'as la France, t'as les autres. Je veux dire... Ils ont juste rien à prouver. C'est ça qui est le fun. C'est ça, la compétition. Un peu comme l'Allemagne qui participe à la Coupe du monde de hockey. Ils n'arrivent pas comme favoris, mais ils sont là. C'est ça. Donc, la compétition va être féroce, mais elle va être passionnante. Mais on peut être surpris. On peut être surpris. Parce que les matchs nuls, c'est une victoire en soi. Et sur le terrain, comme on dit, tout peut arriver. Exactement. C'est une équipe qui est très opportuniste. Quand on parle de cumul de buts, là, ça devient intéressant. Exact. Et voilà. Alors, on leur souhaite bonne chance parce que je pense que c'est quand même mérité. Enfin! Messieurs, Canadien de Montréal, maintenant, je veux qu'on en jase un petit peu. En fait, on va faire un retour sur les transactions parce qu'il y a des vétérans qui sont partis. Là, je pense à Tyler Toffoli, à Ben Sherratt, à Andrew Hammond, à Brett Kulak, Artturi Lekonen, qui a été une surprise d'ailleurs, là, parce qu'au début, c'était pas prévu que ce gars-là parte.
On a amené des joueurs, Justin Barron, William Lagesson, Tyler Smilanic, et malgré plusieurs blessés, là, je pense à Drouin entre autres, là, le Canadien continue d'être on fera pas les séries, mais au moins, on reste compétitif. Et ça, je pense qu'à l'heure actuelle, pour les partisans, c'est peut-être le plus beau cadeau que l'équipe peut offrir. Et présentement, la performance et la livre malgré tout. C'est un peu le meilleur des scénarios. Il offre un bon spectacle sans accumuler trop de points. Donc, à quelque part, c'est le mélange parfait pour les spectateurs. Le meilleur des deux mondes, c'est ça qu'on peut dire. Exactement. Donc, mais oui, effectivement, le Canadien est redevenu intéressant à suivre. Ouais. Mais c'était plate parce qu'il se faisait marquer 1 but, 2 buts, puis le match était terminé. Mais là, on sent que vraiment, Martin Saint-Louis a porté de l'air frais au club où il n'y a pas d'enjeu. On parle beaucoup qu'il n'y a pas d'enjeu, qu'ils ne font pas des séries. Oui, ils n'ont rien à perdre, mais c'est quand même intéressant. C'est du hockey intéressant à suivre. Il y a des bonnes bases qui sont en train de s'établir. Il y a des nouveaux joueurs qui sont intéressants à suivre. Donc, je pense qu'il y a quelque chose quand même là, sous la dent. Je ne veux pas être pessimiste en soi, mais Martin Saint-Louis, ça, il faut qu'il le signe parce qu'il amène tellement une belle bouffée d'air frais dans l'entourage du Canadien. Puis de toute façon, on a fait le ménage à gauche et à droite, puis c'est parfait comme ça. Mais tu sais, ils n'ont plus rien à perdre. C'est du contrat en poche. Puis en même temps, on le voit, l'année passée, c'était la même chose. Les clubs qui sont derniers gagnaient contre les meilleurs clubs parce que justement, les meilleurs clubs s'adaptent, et c'est valable pour ceux du bas, on s'adapte aux clubs adverses tout le temps. Et tant mieux si le Canadien remporte des victoires, ça donnera rien de plus à part, comme tu disais, Mathieu, c'est le meilleur des deux mondes. Mais, tu sais, oui, il y a quelque chose qui s'installe, mais il y a tellement de blessés. Il y a tellement d'absents. Aussi, il y a beaucoup. Tu sais, je veux dire, comment tu veux construire sur quelque chose? Beaucoup de gars à Laval qui sont en venus. Oui. Et j'ai fait l'exercice d'aller voir les statistiques tantôt. Et les 3 meilleurs joueurs actuellement du Canadien, c'est pas compliqué. Cole Caulfield, Nick Suzuki, Josh Anderson. Alors là, je sais pas, est-ce que... Je rajouterais Romanov là-dedans Romanov, aussi. là, est-ce qu'on peut dire qu'on a une ligne qui marche à Montréal? Malgré tout, je veux dire, on dirait que tout le monde marche, mais quand tu regardes les stats, c'est comme juste 3 joueurs qui se démarquent. Comment expliquer ce phénomène-là? C'est ton premier trio, donc c'est un peu normal qu'il se démarque. Ton deuxième centre vient de revenir, qui est supposé être Dvorak. Il vient tout juste de revenir de blessure, donc il n'y a pas... Oui, qui a bien fait quand même. Là, exactement. On va lui donner quand même un bon travail. Ils réussissent à gagner, c'est ça qui est important. Oui. Mais que tu n'as pas de deuxième ou troisième trio qui se démarque vraiment, que tout le monde apporte un peu d'offensive, bien ça, je pense que c'est un beau... Et les défenseurs, absolument. même Savard est rendu offensif. Ben, Savard joue comme le joueur qui a été signé. Romanov, réelle explosion, là, littéralement. Mais il joue tellement mieux. Il y a 2 mentions vraiment honorables là, pour le Canadien. Puis Allen a quand même sauvé les meubles constamment dans la dernière semaine, des 50 lancés. Puis pas des petits arrêts, là, quelque chose vraiment de la Ligue majeure, comme je pensais pas qu'il était capable de faire, honnêtement. Ouais. Et l'autre mention, c'est lors du dernier match, avec la nouvelle acquisition là, de Justin Barron ou Barron, ou peu importe, de le faire jouer autant dans des circonstances qui sont quand même délicates, en prolongation ou peu importe, en désavantage. Bravo, Martin Saint-Louis, parce que c'est ça qu'on demande à un entraîneur, de mettre des joueurs dans des situations où là, il va progresser, pas de l'emmitoufler dans du papier bulle et dire hey, pas tant que ça. Non, tu veux jouer, tu as les capacités de jouer, montre-nous ce que tu as dans le ventre, et ça, bravo. Mesdames, messieurs, merci également à vous à la maison de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt. Portez-vous bien. Ciao! L'émission Le Vestiaire est une présentation de Hyundai Jean Thibault et de Microbrasserie Charlevoix.